Ils sont venus, chargés de pierres et de feu, bâtir un pont pour transporter l'eau. Les Romains, en conquérants organisés, ont laissé derrière eux des routes, des monuments et des mystères. Le pont du Gard, joyau de l'ingénierie antique, résiste au temps. Mais sous sa structure imposante, une légende circule encore, chuchotée le soir dans les mâts isolés du Gard. On raconte qu'un pacte fut passé, entre les hommes et une entité plus sombre. Une histoire qui remonte à l'an 50 après Jésus-Christ, au cœur de la Gaule gardoise. Une époque où la nature et les dieux partageaient encore les terres avec les hommes, où chaque pierre pouvait cacher une présence, où les rivières parlaient aux rêveurs. Chapitre 1. L'eau qui manque. Le soleil frappait dur sur la bourgade de Némosus, future Nîmes. L'été brûlait les terres, et les puits s'asséchaient. Les champs craquelaient sous la morsure de la chaleur, et les fontaines, autrefois généreuses, ne laissaient plus tomber qu'un mince filet d'eau poussiéreuse. Les habitants, inquiets, se pressaient dans les temples, offrant des sacrifices à Némosus, la déesse des sources, implorant la pluie, le renouveau. Mais rien ne venait. Le gouverneur romain Marcus Agrippa Silanus reçut les doléances des notables dans l'atrium de sa domus, un bâtiment ombragé et raffiné, orné de mosaïques représentant les dieux protecteurs de Rome. Le sol était frais, mais l'atmosphère, tendue. « Nous ne pouvons croître sans un approvisionnement régulier, » dit un vieil édile. « Les sources sont trop loin et les charrois, les transports effectués par charrette ne suffisent plus. » Un autre, plus jeune, ajouta « Les esclaves meurent de soif. Les enfants tombent malades. Némosus dépérit, Excellence. » Marcus Agrippa, homme d'ordre et de pragmatisme, écouta en silence, les doigts entrelacés. Puis, il convoqua ses ingénieurs. Une solution existait, capter l'eau des sources de l'Eure, près d'Uzès, et la faire couler jusqu'à Némosus par un aqueduc. Mais entre ces deux points, la nature imposait ses lois. Collines, vallons, rivières. Il faudrait dompter la terre. Un projet titanesque. Mais Rome n'était pas du genre à reculer devant la difficulté. Chapitre 2. Les hommes et la pierre. Dès les premiers jours, le chantier prit des airs de fourmilière. Des centaines d'hommes affluèrent, ingénieurs romains, ouvriers gaulois, esclaves capturés aux confins de l'Empire. Le bruit du marteau sur la pierre résonnait au lever du jour, couvrant le chant des cigales. Les blocs de calcaire, extraits des carrières voisines, étaient transportés sur des chariots grinçants, tirés par des bœufs musculeux. Le tracé de l'aqueduc serpentait à travers la garrigue, suivant les pentes douces, contournant les collines. Mais à Remoulins, un défi s'imposa. Le Gardon, capricieux et profond, barrait la route. Là, la vallée s'élargissait brusquement, ses parois rocheuses plongeant dans l'eau. Il fallait un pont. Pas un pont ordinaire, mais un chef-d'œuvre de précision et de puissance. Haut pour laisser passer les crues, large pour porter le canal d'eau au sommet, stable pour défier les siècles. Les premières tentatives échouèrent. Les arches de bois, dressées avec peine, cédaient sous les vents. Le courant arrachait les échafaudages. Les fondations, mal ancrées, s'effritaient. Les hommes, épuisés, tombaient de fatigue ou de maladie. Certains disparaissaient dans les eaux sombres, happés par des tourbillons invisibles. On disait que le chantier était maudit, que le Gardon lui-même refusait qu'on le dompte. Chapitre 3. Le maître d'œuvre désespéré. Caius Lucilius, architecte en chef du projet, était un homme austère, méticuleux, admiré pour ses constructions à Narbo et à Massilia. Mais ici, dans les gorges du Gard, ses certitudes vacillaient. Chaque nuit, des cauchemars le hantaient. Il se voyait chuter dans l'eau, les bras tendus, tandis qu'une silhouette sans visage l'attendait sous la surface. Parfois, dans ses rêves, il entendait une voix sifflante, presque douce. « Tu veux réussir, n'est-ce pas? Je peux t'aider. Il te suffit d'accepter. » Au fil des semaines, la fatigue, la pression du gouverneur et la peur du déshonneur pesèrent sur lui. Une nuit, il quitta sa tente et marcha seul jusqu'au bord du Gardon. La lune, haute,
baignait la vallée d'une lumière laiteuse. Les roches semblaient respirer. Une brume s'éleva soudain. De celle-ci sortit une silhouette drapée de noir, les yeux rouges comme des braises. « Tu veux bâtir ce pont humain ? Je peux t'aider. » Lucilius, figé, sentit son cœur s'emballer. « Que veux-tu en échange ? » L'âme du premier qui le traversera. Le silence se fit. L'eau coula plus lentement, comme suspendue à sa décision. « Soit, » dit Lucilius, « mais qu'il en soit ainsi sans que nul ne le sache. » Un souffle glacé le frôla. Le pacte était scellé. Chapitre 4. Le pont du diable. Dès le lendemain, le chantier changea. Les fondations miraculeusement tenaient. Les arches s'élevaient avec une facilité presque surnaturelle. La pierre se liait parfaitement. Les blocs semblaient s'emboîter d'eux-mêmes. Les ouvriers murmuraient « C'est un miracle ». Lucilius, lui, gardait les yeux cernés, les lèvres serrées. Il savait. Il observait la structure grandir, étage après étage. 3 niveaux d'arches majestueuses, plus de 270 mètres de long, près de 50 mètres de hauteur. Une œuvre digne des dieux. Le gouverneur annonça une grande cérémonie d'inauguration. Lucilius tenta de retarder l'événement. « Les finitions ne sont pas prêtes, Excellence. Attendons encore quelques jours. » Mais Marcus refusa. « Rome a soif. Ce pont est une victoire. Il doit être célébré. » Lucilius sentit l'étau se refermer. Chapitre 5. Le chien du forgeron. Le jour se leva, limpide, parfumé de thym et de romarin. Les habitants de Némosus et des environs affluèrent. Les toges blanches brillaient sous le soleil. Les étendards flottaient dans la brise. Marcus Agrippa, en armure de cérémonie, montait son cheval blanc, prêt à franchir le pont le premier. Lucilius, blême, se fraya un chemin jusqu'au forgeron Tétricus, un vieil ami au regard franc. « Donne-moi ton chien, » murmura-t-il. « Quoi ? Mon vieux Vindex ? Pourquoi ?» Lucilius ne répondit pas. Il prit l'animal, lui caressa la tête et se posta à l'entrée du pont. Puis, discrètement, il sortit un morceau de viande, jeta le morceau de l'autre côté et cria « Va chercher !» Le chien bondit, fou de joie. Il traversa le pont en courant. À mi-chemin, un frisson parcourut l'air. Une ombre passa sur les pierres dorées. Et soudain, un cri, un hurlement venu d'outre-monde, glaça les cœurs. Puis plus rien. Le chien avait disparu. Il n'y avait aucune trace. Seul un écho lugubre subsistait dans la vallée. Lucilius tomba à genoux. Marcus fronça les sourcils, sans comprendre. « Il s'est enfui », dit un soldat. Mais l'architecte, lui, savait. Le prix avait été payé. Chapitre 6. Le prix de l'orgueil. Le pont tint bon. Les siècles passèrent, les crues violentes du Gardon n'entamèrent pas sa solidité. Les empereurs se succédèrent, les peuples aussi. Mais le pont du Gard demeura. Lucilius, lui, disparut peu après. Certains disaient qu'il était retourné à Rome, couvert d'honneur. D'autres racontaient qu'il s'était retiré dans une grotte près de l'ermitage de Collias. On retrouva plus tard des gravures étranges sur la roche, un pont, une silhouette aux yeux de feu, un chien. Les moines qui découvrirent ces symboles les effacèrent, craignant quelques rituels païens. Mais dans les villages alentours, la légende survécut. On dit que lors des nuits sans lune, une ombre se promène sur les arches, et que parfois un chien invisible aboie dans la nuit, cherchant un maître qu'il ne retrouvera jamais. Épilogue, l'Uvre et l'ombre. Aujourd'hui, le pont du Gard attire des millions de visiteurs. Les guides racontent son histoire, ses chiffres, sa beauté. Mais dans les pierres, certains sentent une énergie étrange, une tension. Et si parfois le Gardon se teinte de rouge au coucher du soleil, ce n'est peut-être pas que le reflet du ciel. C'est peut-être l'écho d'un pacte ancien, d'un sacrifice oublié.